nombreuses œuvres de fiction ont dépeint et représenté l'addiction à l'alcool et aux drogues, et ce, depuis de nombreuses années, bien souvent en essayant d'illustrer ce que rencontrent les personnes addictes dans leur vie de tous les jours. Bien des œuvres sont inspirées de faits réels, d'histoires de vie ou sont carrément autobiographiques. On peut notamment citer la série américaine Euphoria, qui est à la fois l'adaptation de la série israélienne du même nom et de la jeunesse de son créateur américain Sam Levinson. On peut aussi mentionner le film My Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et Steve Carell, qui dépeint la relation entre un père et son fils addict, et qui est l'adaptation du roman autobiographique du même nom. Donc là, en montant la vidéo, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai complètement oublié de me présenter. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Valentine, je suis psychologue, et c'est tout. Voilà, merci de regarder cette vidéo et je vous laisse continuer. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser et de réfléchir ensemble sur ce concept d'addiction. Pourquoi certaines personnes le deviennent alors que d'autres pas, les éventuelles prédispositions héréditaires qui sont présentes, qu'est-ce qu'on va appeler les facteurs de risque, les impacts sur la famille et quelle est la différence entre le mésusage, c'est-à-dire un usage inadapté, et l'addiction en elle-même. On va commencer par ça d'ailleurs. Qu'est-ce que l'addiction et en quoi ça va se distinguer du mésusage? Le mésusage, grosso modo, c'est de l'abus. C'est trop consommer et ou trop souvent. Donc il y a vraiment cette question de fréquence et ou de quantité ingérée. Par exemple, si on prend la série Euphoria, on voit que la plupart des personnages, qu'ils soient d'ailleurs majeurs ou mineurs, vont avoir un usage, une consommation assez inadaptée, donc soit trop fréquente, soit trop importante, que ce soit d'alcool ou de drogue. Mais pour autant, on va pas parler d'addiction pour tous les personnages qu'on rencontre. Ça va principalement être le personnage de Rue qui va en être atteinte dans cette série. Alors pour qu'on puisse dire qu'il y a addiction, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La classification internationale des maladies, la CIM, qui en est à son numéro 10, qui est le plus couramment utilisé en France, et la classification américaine, le DSM, donc le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, ne vont pas définir exactement le même nombre d'éléments, mais sont en accord sur la majorité d'entre eux. En premier, il y a bien évidemment, comme pour le mésusage, la quantité importante de substances consommées. En deuxième, il y a l'incapacité à réduire cette consommation. En troisième, on va avoir le développement d'une tolérance. Et en quatrième, il y a l'apparition de symptômes de sevrage en cas d'arrêt. Et ensuite, dans les deux classifications, il y a les deux éléments que je trouve personnellement les plus importants et les plus révélateurs quand on parle d'addiction. Tout d'abord, le cinquième élément qui est le craving. Alors le craving, c'est le besoin impétueux, irrépréhensible de consommer la substance. Les études montrent d'ailleurs que ce craving est déterminant à la consommation et à la rechute. Et pour terminer, le sixième élément, c'est la poursuite de la consommation malgré les conséquences négatives qui sont observées. Alors ce sont des conséquences qui vont se retrouver tant au niveau de la santé qu'au niveau économique et social. Alors ce sont des conséquences qu'on peut tous bel et bien imaginer et apercevoir. On a très certainement tous un exemple dans la fiction, c'est généralement assez bien représenté, surtout dans la fiction américaine. Et autre chose que je trouve particulièrement bien représentée et qui est confirmée par les études, c'est que la plupart des addicts sont dépeints comme des polyaddicts. C'est-à-dire qu'ils vont consommer plusieurs substances et plusieurs types de substances. Donc ils vont consommer de la drogue et plusieurs types de drogue et à la fois de l'alcool et plusieurs types d'alcool. D'ailleurs, quand on imagine une rechute, on peut tout de suite percevoir l'espèce de spirale de l'addiction dans laquelle peuvent retomber les consommateurs. Et comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est un sujet qui est très présent dans la fiction, notamment dans la fiction américaine, depuis la crise des opioïdes aux États-Unis. Alors la crise des opioïdes, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, depuis le début des années 90, il y a eu une augmentation progressive puis conséquente au cours des années 2010 de la prescription d'antidouleurs opiacés aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est les opiacés ? Alors, ce sont les antidouleurs les plus forts existants. En fait, il y a 3 paliers définis aux antidouleurs. Au premier palier, on va avoir tout ce qui est paracétamol, doliprane, les antidouleurs de base qui peuvent être délivrés sans prescription médicale. Au deuxième palier, on va avoir tout ce qui est opiacés plus faibles. On va avoir notamment tout ce qui est tramadol et codéine. Et enfin, au palier 3, on va avoir les antidouleurs les plus forts, donc les opiacés forts, tels que la morphine, et c'est ceux-ci qui sont concernés par la crise des opioïdes.
Ça concerne principalement l'oxycontin, qui est d'ailleurs le premier à l'origine de la crise et qui, pour l'anecdote, était décrit comme peu addictif. Ça concerne également le fentanyl, qui est 100 fois plus fort que la morphine et 50 fois plus fort que l'héroïne, et qui est d'ailleurs la drogue favorite de Roux dans Euphoria, que j'ai déjà mentionné précédemment. Et enfin, cela concerne la Vicodine, donc cette fois, si vous avez regardé Dr House, c'est le fameux médicament qu'il prend pour sa douleur à la jambe et auquel il devient addict. Alors ce sont des substances qui sont très addictives et auxquelles la personne va développer une tolérance au fil du temps. Donc afin de retrouver le même effet qu'au début de la consommation, la personne va devoir augmenter la dose petit à petit. Ceci, sachant que ce sont des médicaments sous prescription et qui donc sont délivrés à durée limitée. Donc au bout d'un moment, quand les personnes ont développé une addiction mais n'ont plus de prescription, ils vont devoir faire face à ce qu'on appelle un sevrage forcé. Sauf que, si on se rappelle la définition de l'addiction et notamment la notion de craving, donc ce besoin irrépréhensible de consommer, ça va pas être aussi simple d'arrêter du jour au lendemain. Les personnes vont donc chercher à s'en procurer autrement, soit légalement, soit illégalement, puis éventuellement se tourner vers la consommation d'autres drogues plus abordables. On sait notamment que 1/3 des consommateurs d'oxycontin finissent par consommer des drogues et que 4/5 des consommateurs d'héroïne ont commencé par de l'oxycontin. Pour vous donner des chiffres précis, en 2021, il y a eu 107 000 morts aux États-Unis par surdose d'opioïdes. Et il s'agit aujourd'hui de la première cause de ce qu'on appelle les décès évitables chez les 18-45 ans, donc toujours aux États-Unis. Je vous ai donné comme exemple tout à l'heure Roux de la série Euphoria, qui est une adolescente et issue de minorités ethniques. Et on constate effectivement que de plus en plus de jeunes et de plus en plus de personnes issues de minorités sont touchées. Ainsi, en 2019, c'était 493 adolescents qui sont morts par surdose d'opioïdes et en 2021, ce chiffre atteignait le nombre de 1146. Donc ça a plus de doublé en 2 ans. Voilà, je vais pas m'étaler plus aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, il y a la série Dopsic qui est sortie en 2021 et qui suit cette crise plus en profondeur. Et sinon, vous avez des reportages plus ou moins longs sur YouTube, certains qui datent d'il y a quelques années et d'autres qui sont plus actuels si vous voulez également voir l'évolution et l'impact de cette crise petit à petit sur la société américaine et comment ça prend de l'ampleur et de l'importance. Alors je réfléchis aussi à faire une vidéo dessus pour analyser la crise plus en profondeur avec un abord notamment économique et sociologique et je vous en reparle plus en fin de vidéo. Avant de voir les facteurs de risque et les prédispositions, je trouve qu'il est intéressant et important de savoir ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'il y a consommation. Alors tout d'abord, on sait qu'il y a une implication de la dopamine dans l'addiction. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va jouer un rôle notamment dans la sensation de plaisir et la motivation et qui se situe au cœur de ce qu'on appelle le système de récompense. Donc grosso modo, pour vous expliquer, lorsqu'on va consommer un aliment délicieux ou qu'on va faire une action satisfaisante, ça peut être nettoyer, ranger notre appartement, faire du sport par exemple, ça peut être faire les magasins, jouer aux jeux vidéo, ça peut être plein de choses, à ce moment-là, on va avoir un shot de dopamine qui va nous pousser à réitérer cette action, ce comportement ou cette consommation. Alors j'ai trouvé 2 points de vue sur le fonctionnement de la dopamine dans le cadre de la consommation de substances. La première, et qui est la plus admise, c'est que la consommation activant énormément de dopamine, ça va moduler peu à peu l'activation dopaminergique dans notre cerveau. C'est-à-dire que dans sa vie de tous les jours, l'addict va se trouver dans un espèce d'état d'hypodopamine. Son seuil d'activation et de ressenti de dopamine dans la vie de tous les jours va s'abaisser. Donc quelque chose qui à la base activait plutôt bien sa dopamine ne va plus l'activer autant. Ainsi l'addict va ressentir un manque et ça va le pousser à la consommation parce qu'on a besoin de la dopamine dans la vie de tous les jours pour fonctionner correctement. L'autre point de vue que j'ai trouvé, c'est que la consommation va provoquer une espèce d'hyperactivation de la dopamine, ce dont l'addict va se mettre en recherche. Donc à ce moment-là, le seuil d'activation et d'intensité de ressenti de la dopamine dans sa vie de tous les jours face aux actions de tous les jours, ça va pas changer pour l'addict, mais ça va paraître bien fade par rapport et comparativement à l'hypershot de dopamine qu'il va ressentir lors de la consommation de substances. Assez brièvement, il y a aussi de plus en plus d'études qui montrent l'implication d'un autre neurotransmetteur, le glutamate. Alors le glutamate, c'est le neurotransmetteur excitateur le plus présent dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'il va permettre la transmission d'informations. Déjà, premier point, le glutamate agirait en interaction avec la dopamine afin de renforcer le comportement d'addiction. Deuxième point, est mis en avant l'importance du maintien de l'homéostasie du glutamate dans notre cerveau.
Grosso modo, il faut des niveaux à peu près équivalents de glutamate au niveau synaptique, qui est la zone de communication entre deux neurones, et au niveau non synaptique, qui est le reste. Et si cet équilibre, cette balance n'est pas présent, forcément il n'y a pas d'homéostasie et la transmission va déconner. Et c'est ce qui va se passer lorsqu'il y a consommation de drogue de manière répétée. Ça va déréguler la transmission du glutamate. Et si cet équilibre, cette balance n'est pas présente, forcément, il n'y aura pas d'homéostasie et la transmission peut déconner. Et c'est ce qui va se passer lorsqu'il y a consommation de drogue de manière répétée. Ça va déréguler la transmission du glutamate. Donc, si la transmission déconne, forcément la partie du cerveau, donc ici c'est le cortex préfrontal, donc qui se situe juste ici, va déconner. Et cette partie du cerveau, elle est chargée de la régulation des comportements, c'est-à-dire encourager, renforcer les comportements positifs et inhiber les comportements négatifs. Et je trouve ça particulièrement intéressant à la lumière de la définition de l'addiction qu'on a mentionné précédemment, et notamment la poursuite de la consommation malgré les conséquences négatives qui y sont liées. Effectivement, si la partie du cerveau qui est censée réguler nos comportements ne fonctionne plus correctement à cause de l'addiction, il va y avoir poursuite de la consommation, puisque la personne n'est plus en état d'avoir conscience de toutes les conséquences négatives qui sont liées à cette consommation, ou en tout cas ne va pas pouvoir inhiber son comportement malgré ces conséquences. Voilà, donc je trouvais qu'il était important de savoir comment ça fonctionne et l'implication des neurotransmetteurs, car déjà ça montre comment les symptômes que j'ai décrits précédemment s'illustrent dans le cerveau, et également ça donne des indications pour la continuité des études sur le sujet et les éventuels traitements à apporter. Par exemple, aujourd'hui on sait déjà que ce sont des neurotransmetteurs qui vont se fixer sur différents récepteurs, et il est important de pouvoir déterminer sur quels récepteurs exactement ils vont se fixer afin de trouver des traitements appropriés qui vont pouvoir avoir des molécules qui vont pouvoir se substituer à ce neurotransmetteur et se fixer sur les mêmes récepteurs, et ainsi pouvoir aider, accompagner au mieux les addicts dans leur processus de sevrage et à maintenir justement cette sobriété. Bref, on en a fini pour cette partie et au moins on sait comment ça fonctionne dans le cerveau. Mais même si les substances consommées ont donc un fort potentiel addictif, tout le monde ne va pas pour autant devenir addict si l'on consomme. Il y a des facteurs de risque et prédisposants et c'est de ça dont on va parler maintenant. De plus, ces différents facteurs peuvent se cumuler chez une seule et même personne. Alors si jamais vous remarquez que j'en ai oublié ou que vous souhaitez y réagir, en discuter, je vous invite à laisser un commentaire. Alors, on va commencer par la base de la base. Tout d'abord, il y a un facteur génétique à l'addiction. Comme pour tout type de maladie, quasiment, il y a une part d'influence génétique. Alors, par exemple, en ce qui concerne l'alcoolisme, des études comparatives ont été effectuées d'une part sur des jumeaux et d'autre part sur des enfants adoptés dans le même foyer. Et ceux-ci ont bien montré l'importance et l'influence de ces facteurs génétiques. Donc les conclusions des études montrent en fait qu'un jumeau avait plus de risques de développer lui-même une addiction à l'alcool si son jumeau était lui-même alcoolique, et ceci particulièrement pour les formes sévères d'alcoolisme, alors qu'on ne voyait pas d'influence chez les enfants adoptés au sein d'un même foyer. En outre, les études actuelles montrent que l'abus de substances et l'addiction seraient dus à l'influence de plusieurs gènes, mais on est encore loin de tout savoir et de tout comprendre. Donc en tout cas, cette influence génétique est bien présente. Ça soulève donc l'aspect héréditaire et la transmission de certains traits, de certains gènes des parents aux enfants. Et c'est quelque chose que je trouve plutôt bien illustré dans la série This Is Us. Donc This Is Us, c'est une série qui va suivre une famille, les deux parents et leurs triplés, donc deux qui sont jumeaux et le troisième qui est adopté et qui est né le même jour que les jumeaux. On va suivre la famille dans le présent, donc la mère et ses trois enfants, le père étant décédé. On va également avoir des flash-forward et des flashbacks afin de suivre l'évolution de la famille au fil des décennies. Alors c'est le personnage de Kevin, un des triplés, qui va soulever en premier, il me semble, cette problématique familiale d'addiction. Et ceci devant le constat de sa propre situation d'addiction et à l'alcool et aux antidouleurs. Donc on se rappelle bien qu'il y a une crise des opiacés en ce moment aux États-Unis, une surprescription de ces médicaments aux personnes. Kevin, il va effectuer une cure de désintoxication et dans le cadre de celle-ci, il va suivre une thérapie. Les membres de sa famille sont invités à participer à une séance de thérapie afin que Kevin puisse leur partager selon lui quelles sont les causes et les origines de son addiction ainsi que sa place dans la famille. Et à ce moment-là, il va dire très clairement les mots « Nous sommes une famille d'addicts ». En effet, leur père était lui-même addict à l'alcool, son propre père, donc leur grand-père, était lui aussi addict à l'alcool, et leur oncle est lui aussi également addict à l'alcool, addiction qu'il a développée durant la guerre du Vietnam.
Guerre dans laquelle d'ailleurs beaucoup de soldats ont développé des addictions, que ce soit à l'alcool ou aux drogues, donc principalement l'héroïne, et cette consommation a plus ou moins perduré à leur retour au pays. Et en outre, on peut mentionner que Kate, donc la sœur biologique jumelle de Kevin, n'est pas atteinte d'addiction ni envers les drogues ni envers l'alcool, mais est atteinte de troubles des comportements alimentaires avec des accès hyperphagiques. Alors les accès hyperphagiques, c'est l'ingestion d'une très importante quantité de nourriture sur un très court laps de temps et ça implique également la dopamine. C'est pour ça que je trouvais intéressant de le mentionner. Voilà, donc pour revenir au cœur du sujet, bien que l'alcoolisme du père soit connu de sa famille, celui-ci n'est jamais discuté auparavant dans la série. Il s'agit d'un réel tabou familial. Au début d'ailleurs, le reste de la famille a d'intenses difficultés avec ce mot addict, que cela soit pour décrire le père ou pour décrire Kevin comme si cela les dégradait. C'est quelque chose qui est particulièrement marqué pour le père d'ailleurs. Ce père qui est une figure si importante pour eux, presque sacralisée du fait de son décès brutal alors que les triplés n'étaient encore que des adolescents. Ce père qui effectivement, quand on voit les flashbacks, était montré comme empli de bienveillance, de gentillesse et de bonté. On va dire que ça cadre pas trop au stéréotype de l'alcoolique qu'on peut avoir, ou en tout cas qu'à la famille. À ce moment-là, on voit que le père de leur père, le grand-père des triplés, cadre beaucoup plus dans ce cliché qu'ils peuvent avoir. C'était quelqu'un qui était non seulement alcoolique, mais également violent avec sa femme et avec ses fils. Et l'omission de l'alcoolisme du père des triplés est de plus en plus interpellante au fur et à mesure de la série, où on se rend compte d'à quel point il buvait, que ce soit en fréquence ou en quantité. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi pour Kevin d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il buvait depuis l'adolescence, et ceci alors même qu'il ne savait pas que son père buvait et qu'il cachait encore son addiction à sa famille. Donc on voit bien que Kevin l'a fait pas par mimétisme, donc ça met encore plus en exergue cette part d'influence génétique. De lui-même, il s'est réfugié dans l'alcool et a commencé à boire alors qu'il ne savait pas que son père faisait la même chose. Mais en tout cas, on se rend bien compte que c'est depuis l'adolescence qu'il y avait au moins mésusage et abus d'alcool, et ça a pu influencer sa consommation future. En effet, parce que les études sur les modèles animaux montrent que les animaux adolescents consommants ont tendance à être plus attirés vers la consommation une fois arrivés à l'âge adulte. En fait, ils ont eu une espèce de sensibilisation précoce aux substances et ça les rend plus à même de réitérer une fois plus âgés. Et d'ailleurs, en parlant d'ados et de facteurs génétiques. On sait donc qu'il y a un facteur génétique à l'addiction, mais ça ne veut pas dire pour autant, comme on le voit depuis tout à l'heure, que chaque membre d'une fratrie ou d'une famille vit avec les mêmes prédispositions. Dans Euphoria, par exemple, le personnage de Rue dispose dès l'enfance de plusieurs diagnostics de pathologies neurodéveloppementales et psychiatriques. Elle est notamment atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif, ou TOC, d'un trouble de l'attention, ou TDA, d'un trouble bipolaire, et est atteinte d'anxiété avec de plus ou moins récurrentes crises d'angoisse. Donc en fait, elle, par la consommation, elle va chercher l'apaisement. Que son cerveau se mette enfin sur pause, même s'il ne s'agit que d'infimes secondes. En comparaison, sa petite sœur Gia, elle, n'a pas toutes ces prédispositions et ne consomme pas de drogue ou d'alcool. Alors, au niveau de leur histoire familiale, elles ont toutes les deux vécu le même drame, la longue maladie de leur père suivie de son décès. Et c'est d'ailleurs la maladie ainsi que la présence de médicaments dont des opiacés dans la maison qui va engendrer la première consommation de Rue. Donc là, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour dire que selon moi, en ce qui concerne Rue, je pense que même sans le décès du père, même sans la maladie, avec la présence des médicaments, vu ses prédispositions et vu le contexte, l'environnement global dans Euphoria, elle aurait très certainement de toute façon fini par consommer. Ceci déjà parce que au final, peut-être que n'importe quel autre drame aurait pu la pousser à la consommation. Sachant qu'un événement pouvant être qualifié comme drame peut être propre à chacun, il y a vraiment de grosses différences interindividuelles, et au moment de l'adolescence où le cerveau n'est pas fini, on sait qu'à l'adolescence, les capacités d'inhibition ne sont pas totalement développées. Donc s'il y a une porte de sortie envers une douleur, l'adolescent risque de la prendre. Et aussi, à la vue des soirées qu'ils font dans Euphoria, donc avec profusion d'alcool et de drogue, donc sachant aussi que les camarades proches de Rue, ses amis, consomment, et de l'alcool et de la drogue, il est très probable que Rue aurait elle aussi fini par consommer. Et ceci même avec le soutien indéfectible de ses deux parents. Et d'ailleurs, les études montrent que les troubles psychiatriques encouragent la consommation de drogue, ou plutôt vont rendre la personne plus prédisposée, plus vulnérable à la consommation qu'une personne ayant peu de troubles ou pas de troubles psychiatriques.
C'est un élément qui est important à noter parce que pendant un moment, les chercheurs se sont quand même posé la question qu'est-ce qui précède? Parce que beaucoup d'addicts ont des pathologies psychiatriques, beaucoup de personnes ayant des pathologies psychiatriques deviennent addicts. Donc qu'est-ce qui précède l'autre? Donc vous pouvez se demander si c'était pas l'addiction, la consommation de drogue qui allait enclencher certains troubles psychiatriques. Alors c'est des choses qui peuvent arriver, mais dans la majorité des cas, c'est les troubles psychiatriques qui vont précéder la consommation et encourager cette consommation. Dans le cas de Rue, on est dans une situation d'addiction qui est quand même assez sévère. Elle a d'intenses difficultés à rester sobre et a d'ores et déjà fait une overdose. D'ailleurs, au début de la saison 1, quand on la rencontre, c'est à son retour de cure de désintoxication. C'est sa petite sœur Gia qui l'avait trouvée et avait appelé les secours lors de la dite overdose. Donc là, on a un exemple assez concret de la consommation et de l'addiction aux substances, donc au niveau de la santé et au niveau social. Pour la petite Gia, ça va rajouter une épreuve de vie supplémentaire. Elle vit dorénavant dans un environnement bien plus fragile qu'auparavant. Son père est décédé après une longue maladie et sa grande sœur, addicte aux drogues, adopte des comportements à risque, met sa vie en danger et qui plus est, l'expose à cette vision. De plus, on peut voir que Rue ne se montre pas toujours très bienveillante envers sa sœur et peut se montrer très égoïste lorsqu'elle est en cours de consommation. Ainsi, elle n'hésite pas à la manipuler pour l'obliger à accepter, tolérer sa consommation. Elle dit notamment quelque chose dans la saison 2 qui m'a assez marqué, la drogue, c'est mieux que le suicide. Donc là, on est presque dans du chantage au suicide. Et c'est quelque chose qui peut être très lourd à porter pour une jeune adolescente comme Gia, qui a, il me semble, 13-14 ans. Et ça contraste beaucoup avec le comportement qu'a Rue avec sa sœur dans la saison 1 lorsqu'elle est sobre. À un moment donné, elle voit que Gia consomme du cannabis avec des camarades de son âge. Et là, on voit directement la réaction de Rue, donc qui est sobre à ce moment-là. C'est quelque chose qui est assez radical. Pour elle, c'est hors de question. Il ne faut absolument pas que sa sœur consomme quoi que ce soit. Et elle veut bien évidemment protéger sa sœur parce qu'elle, mieux que quiconque, connaît les conséquences néfastes d'une consommation de drogue. Et aussi, comme va le mentionner très justement Ali, le parrain de Rue aux narcotiques anonymes, lorsqu'un adolescent est addict dans la famille, on a tendance à se focaliser sur celui-ci, alors que les membres de sa fratrie subissent eux aussi les conséquences négatives de cette consommation. Et d'ailleurs, si on se réfère aux études sur le sujet, ils ont tous les deux raison d'être prévenants. Oui, parce que selon les études, les frères et sœurs d'addicts ont plus tendance à développer des troubles psychologiques que les frères et sœurs de personnes non addictes, et ils ont également plus tendance à devenir eux-mêmes des usagers de substances. Au moins dans le cas de Rue et de Gia, quelque chose qu'on peut voir comme rassurant et qu'on va même pouvoir appeler un facteur protecteur, c'est la présence de leur mère à laquelle elles ont un attachement sécure, et dans une moindre mesure aussi le père dans leur enfance. Alors dans un attachement sécure, l'enfant sait qu'il peut aller vers le parent afin d'avoir une réponse adaptée. Alors on voit qu'à un moment donné dans la série, Rue, elle est plutôt dans l'évitement du contact avec sa mère. Elle cherche à lui cacher son addiction. Mais ceci parce qu'elle sait très bien que la mère aura une réponse adaptée, appropriée à cette situation. C'est-à-dire envoyer Rue en cure de désintoxication. Sauf que Rue, à un moment de la série, en fait elle n'a pas envie d'y aller. Elle veut continuer à consommer, à rechercher cet apaisement. C'est pour ça qu'elle le cache à sa mère. Mais lorsqu'elle se trouve finalement en phase de sevrage, on voit bien le soutien, la présence indéfectible de la mère qui l'accompagne tout au long de ce processus. Et effectivement, un des facteurs à prendre en compte lorsqu'on parle d'addiction, c'est le type d'attachement. Alors la théorie d'attachement, on la doit à un mec qui s'appelle Bowlby et ça a été complété par une meuf qui s'appelle Ainsworth. Grosso merdo, cette théorie postule que l'enfant, pour se développer, a besoin d'une figure d'attachement, d'un donneur de soins principal comme support. Donneur de soins qui lui apportera les réponses attendues et qui permettra un développement harmonieux tant au niveau social que émotionnel. Bien entendu, c'est un élément qui va jouer notamment sur nos futurs liens sociaux, mais également sur notre estime de soi. Alors c'est quelque chose qui se passe tout d'abord dans le bas âge, mais ça peut se modifier avec le temps en fonction du comportement du parent, des relations parent-enfant, etc., etc. Alors on distingue plusieurs types d'attachement. Tout d'abord, et c'est assez rassurant, pour la majorité des cas, de 60 à 70% de la population, on va avoir ce qu'on appelle l'attachement sécure. Dans ce type d'attachement, tout s'est grosso modo bien déroulé. Donc le parent a donné des réponses adaptées, appropriées et constantes à l'enfant, dans la plupart du temps. Il a répondu de manière assez cohérente donc aux besoins de l'enfant. Ensuite, pour 20 à 25% des cas, on va se situer dans ce qu'on appelle l'attachement insécure évitant. Donc dans ce cas-là, le parent est trop distant avec l'enfant. Donc le parent va attendre trop d'indépendance et trop d'autonomie de l'enfant au regard de son âge de développement. Ensuite, pour 15 à 20% des cas, on va se retrouver dans ce qu'on appelle un attachement insécure, ambivalent / anxieux. Donc là, le parent va alterner des réponses à la fois
adaptée, comme dans l'attachement sécure, et à la fois inadaptée, trop distante, en demandant trop d'autonomie et d'indépendance à l'enfant, comme dans l'attachement évitant. Donc il y a vraiment une ambivalence dans les réponses et l'enfant ne sait pas trop quoi faire avec ça, où se situer et comment se comporter. En fait, il n'y a pas de consistance dans les réponses. Et enfin, le dernier cas, ça concerne une très faible proportion d'enfants, donc moins de 1%, mais selon les études, ça peut être un peu plus, donc à prendre avec des pincettes. Il va y avoir ce qu'on appelle un attachement insécure désorganisé, et là c'est dans le cas de maltraitance très grave. Et ce qu'on constate dans les conclusions des études qui sont intéressées au sujet, c'est que les personnes à attachement insécure, quel qu'il soit, ont plus de risques de devenir addicts que les personnes à attachement sécure. Pour aller un petit peu plus dans le détail, on a une des études qui précise que l'attachement anxieux va être lié à la fois et à la fréquence de consommation et au fait de consommer lors d'un moment de stress. Et enfin, les études qui sont intéressées au sujet ont relevé un effet négatif de l'attachement insécure quel qu'il soit sur l'estime de soi. Et donc, comme on le répète depuis le début de la vidéo et même de manière générale lorsqu'on s'intéresse à la psychologie, l'environnement a une part d'influence importante sur le développement de l'enfant et sur l'adulte qu'il deviendra. Et en ce qui concerne l'addiction, celle-ci est de toute façon à origine multifactorielle. Un dernier exemple que je trouve pertinent à évoquer et analyser, c'est celui des frères Kendall et Roman de la série Succession. Donc c'est un exemple qui illustre selon moi assez bien l'aspect justement multifactoriel de l'addiction et notamment comment les facteurs personnels et environnementaux entrent en interaction et s'illustrent dans les problématiques que rencontrent les personnes. Alors, Succession, ça raconte bien évidemment une histoire de succession. Donc Logan Roy est un homme à la tête d'un conglomérat de médias et de divertissement. Donc notamment, on peut compter des chaînes d'information, des croisières et des parcs d'attractions. Et il a donc bâti un véritable empire. Sauf qu'il vieillit, bah oui, il a déjà 80 balais, il a des soucis de santé et est donc bien temps de passer la main et est donc question de qui va prendre sa succession. Il a 4 enfants, donc le premier Connor est issu d'un premier mariage. Et lui, il reste assez en retraite de tout ça. Il fait plutôt ses bails de son côté. Tout d'abord, il a un ranch et par la suite, il veut devenir président. Il est d'ailleurs très intéressant à noter qu'il a été intéressé par la politique dès son plus jeune âge. Ensuite, il a 3 autres enfants issus de son deuxième mariage, Kendall, Roman et Shivam. Et nous, on va surtout s'intéresser et comparer 2 d'entre eux. Donc Kendall, le deuxième enfant et le premier de son deuxième mariage, qui est vu comme le successeur, et Roman, qui est le 3e enfant et 3e garçon. Déjà, au niveau de la relation au père, on voit qu'ils cherchent tous les deux l'attention et la reconnaissance de leur père, tout comme leur sœur Shivam, ce père qui est si dur et si distant, et auquel ils ont tous les deux un attachement insécure. Et c'est pas mieux avec leur mère. Ils ont également un attachement insécure à celle-ci qui est complètement défaillante. Elle se désintéresse complètement de ses enfants et sinon va chercher à les culpabiliser sur tel ou tel sujet. Des parents charmants donc. Alors bien sûr, ils ont des personnalités qui sont très différentes. Kendall est plus sérieux que Roman qui va être plus insouciant et blagueur, même si bien sûr dans la série, ils ont tous les deux leurs moments plus dramatiques ou alors où ils sont plus blagueurs. On voit les différentes facettes de leur personnalité à tous les deux. Au niveau de leur environnement, alors Kendall est vu et perçu comme le successeur, l'héritier de Logan, alors que Roman a moins de pression, c'est l'enfant numéro 3, et même si on les voit pas dans leur enfance, on voit bien que leur environnement, les gens autour d'eux ont agi différemment avec eux au fil de leur développement et de leur évolution. Pour recentrer un petit peu sur le sujet de cette vidéo qui est donc la consommation d'alcool, de drogue et l'addiction, la consommation de Roman va être importante uniquement dans le cadre de soirées festives, donc dans les environnements qui vont prêter à la consommation. En fait, sa consommation, lorsqu'elle est excessive, ça s'effectue généralement dans un certain cadre et on voit aussi surtout que c'est par choix. Il choisit de faire cet excès dans une soirée spécifique mais ne va pas par la suite rentrer dans une espèce de spirale de l'addiction comme j'ai déjà pu la décrire. Après, chez Roman, il y a d'autres problématiques, il y a d'autres choses qui se jouent, notamment sur les plans du lien à l'autre et de la sexualité, mais ça on en reparlera éventuellement dans une autre vidéo. Mais donc les situations sont très différentes. Lorsqu'on rencontre Kendall dans la saison 1, il est sobre, mais il porte avec lui une réputation d'addict qui apparemment était assez hard. Sa femme l'a d'ailleurs quitté pour cette raison et la confiance des employés de l'entreprise familiale est loin d'être acquise et il va devoir justement regagner leur confiance.
Au fur et à mesure des épisodes et des événements, l'AVC de son père et ses séquelles, le comportement de celui-ci avec lui, les relations avec ses frères et sœurs et avec ses propres enfants, les échecs auxquels il doit faire face, les facteurs de plus en plus stressants et anxiogènes qui arrivent dans sa vie, couplés au fait qu'au bout d'un moment tout le monde pense qu'il a rechuté alors que c'est pas le cas, provoque bel et bien, au final, sa rechute. À ce moment, on peut se rappeler de la notion de craving, donc ce besoin irrépréhensible de consommer et qui est prédisposant à la rechute. Donc on peut imaginer que ce besoin de consommer devient de plus en plus difficilement répréhensible au fur et à mesure des événements et des difficultés que Kendall rencontre. À ce moment, il y a un autre facteur qu'il est important et même primordial d'aborder lorsque l'on parle d'abus de substances et d'addiction, c'est le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances qu'avant la sobriété, c'est-à-dire dans le même environnement avec le même cercle social et qui vont donc prédisposer à la rechute. C'est notamment le cas pour Kendall, qui va évoluer dans les mêmes cercles auprès des mêmes personnes avec qui il consommait auparavant, avant sa sobriété. Il évolue ainsi dans le même environnement global et cela précipite sa rechute. Alors on le voit aussi dans la série Euphoria avec le personnage de Rue. Alors même si de base, elle de toute façon, elle avait pas pour plan de rester sobre, une des premières choses qu'elle fait d'ailleurs en sortant de cure de désintoxication, c'est d'aller consommer, mais même avec toute la volonté du monde, en voyant les fêtes dans Euphoria et donc la profusion d'alcool, de drogue, couplée au fait que ses camarades et ses amis les plus proches consomment quasiment tous, c'est assez difficile à maintenir une sobriété lorsqu'elle se retrouve exactement dans le même environnement avec les mêmes personnes. Ceci alors qu'en cure de désintoxication, ils sont plutôt protégés, ils sont coupés de toutes ces tentations. Et c'est ce qu'on observe aussi d'ailleurs avec Kevin. Et d'ailleurs, pour revenir sur Euphoria, à la fin de la saison 2, la mère de Rue insiste, appelle des hôpitaux pour pouvoir avoir une place en cure pour sa fille Rue, parce qu'elle ne pense pas qu'elle va pouvoir maintenir cette sobriété en restant dans les mêmes lieux et en côtoyant les mêmes personnes. Et on voit d'ailleurs qu'elle est complètement désespérée quand elle voit qu'il n'y a pas de place pour sa fille, qu'elle imagine déjà refaire une overdose. Alors Euphoria, c'est une série qui est toujours en cours, donc à voir durant la prochaine saison si le personnage de Rue arrive ou non à maintenir sa sobriété. En ce qui concerne les deux autres séries que j'ai mentionnées, elles sont finies. Donc pour le personnage de Kevin dans This Is Us, on voit que au final, il finira par réussir à maintenir sa sobriété malgré une rechute. Il a le soutien indéfectible de ses proches d'ailleurs autour de lui qui vont le soutenir durant ce moment. Pour Kendall, donc de la série Succession, c'est plutôt fluctuant et le résultat est globalement assez catastrophique. Une grosse différence d'ailleurs qu'on peut mentionner quand on compare Kevin et Kendall, c'est la présence de la famille et du soutien familial qu'ils peuvent avoir. En fait, Kevin est très soutenu. Il y a plusieurs membres de sa famille sur qui il peut compter et envers qui il a une confiance aveugle. Alors que Kendall, c'est tout l'inverse. Il ne peut vraiment faire confiance à personne, il n'a personne à qui se confier, même avec ses amis. En fait, pour Kendall, que ce soit les membres de sa famille ou ses amis, tous sont étroitement liés à l'entreprise familiale et donc il y a ce côté professionnel qui vient forcément jouer et le fait que chacun des autres personnages qu'on croise sont plutôt assez égoïstes et vont penser à eux avant tout. Bon, ce qui fait sens également. Kendall pense aussi à Kendall avant les autres. Mais du coup, Kendall, lui, n'a pas vraiment de soutien indéfectible. Il n'a personne qui va rester avec lui envers et contre tout. Et d'ailleurs, en passant, il y a un épisode de thérapie familiale et dans la série This Is Us et dans la série Succession avec des résultats tout à fait différents. Dans la série This Is Us, on voit que la famille, malgré que ce soit difficile pour beaucoup de ses membres, finit par accepter d'échanger sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur famille. Ils cherchent vraiment à s'améliorer et à vivre au mieux tous ensemble en s'entendant bien et en se soutenant les uns les autres surtout. Comparativement, l'épisode de thérapie familiale dans la série Succession, dont d'ailleurs Kendall est absent parce qu'il est en train de se droguer ailleurs, c'est plutôt une grosse blague. En fait, aucun des membres ne veut faire l'effort et surtout le père qui est à l'initiative de cette thérapie. En fait, c'est plutôt un coup de pub pour bien paraître d'un point de vue extérieur. Mais il ne cherche pas du tout à discuter des problématiques familiales et oui, ça finit plutôt comme une grosse blague. Et enfin, le dernier élément que je trouve important et pertinent à mentionner, et après j'en aurai fini pour mon développement, c'est la différence d'environnement économique dans lesquels évoluent tous ces personnages. Kendall et Kevin évoluent dans des environnements assez aisés. Tout d'abord Kendall. Kendall, il baigne dans la moula, c'est un héritier, lui, il n'a pas de souci. Si du jour au lendemain, il a besoin d'une place en thérapie pour se faire soigner, il va avoir sa place et il va avoir de quoi la payer.
Kevin, quant à lui, il vient plutôt d'une famille de classe moyenne, mais son métier d'acteur lui a permis d'accéder à un salaire très avantageux et aussi à un réseau dont dispose aussi Kendall, parce que l'argent c'est une chose, mais le réseau fait beaucoup. Donc pareil, Kevin, s'il a besoin du jour au lendemain d'entrer en cure de désintoxication, de se faire soigner, il va avoir le réseau pour trouver une place et il va pouvoir se payer la dite place. Et donc, comparativement à eux deux, la petite roue qui est dans une famille monoparentale avec moins d'argent, elle va être beaucoup plus en difficulté alors qu'elle a tout autant besoin de se faire soigner. D'où le fait qu'à la fin de la saison 2, sa mère appelle constamment des hôpitaux à la recherche d'une place. Donc très clairement, ce sont des personnages qui ne sont pas égaux, que ce soit au niveau social ou économique, pour faire face à leurs problématiques d'addiction. En conclusion, nous venons de voir qu'il y a plein de facteurs qui peuvent prédisposer, précipiter et encourager la consommation d'alcool et de drogue et l'addiction. Nous ne naissons et ne vivons pas égaux là-dessus. Outre les prédispositions génétiques, l'histoire de vie, comment la personne se construit et son environnement vont être déterminants pour la consommation, l'abus et l'addiction aux substances. Il est aussi important à mentionner, comme le relève la littérature, que les troubles psychiatriques sont des facteurs de risque à la consommation et d'autant plus s'il y a des comorbidités avec d'autres diagnostics. Alors comme je l'ai dit au début, j'ai principalement utilisé des séries américaines pour mes exemples car il y a une omniprésence de cette thématique dans la fiction américaine depuis de nombreuses années due à la crise des opioïdes. Donc je vous conseille encore une fois de regarder des documentaires sur le sujet si ça vous intéresse d'avoir une analyse plus en profondeur des origines et de l'évolution de cette crise. Donc pourquoi pas le traiter aussi un jour sur cette chaîne avec une analyse psychologique mais également économique et sociale de la crise. Alors j'ai déjà vu avec une économiste qui possède également une expertise en sociologie et qui serait intéressée pour coécrire ce genre de vidéo, donc auquel cas ça vous intéresse, je vous laisse me le partager en commentaire et je vous remercie pour vos retours. Aussi, là, je me suis plutôt centrée sur les facteurs prédisposant, déclenchant et encourageant la consommation et la rechute. Donc si vous souhaitez une vidéo qui est plus axée sur les traitements, l'accompagnement à la fois thérapeutique et médicamenteux, parce qu'en général pour l'addiction aux substances, il faut les deux, je vous laisse me le partager en commentaire. Alors là, j'ai choisi de ne pas le faire parce que je trouve que la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça et d'autant plus pour une première vidéo. Donc merci d'ailleurs si vous avez regardé jusqu'au bout. Mais voilà, pourquoi pas créer des espèces de petites mini-séries sur des thématiques comme ça. Et ça serait aussi notamment l'occasion de comparer les approches dans différents pays. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et je vous dis à bientôt.